Le soir de Noël, la famille Rosegger quitte sa ferme pour se rendre à la messe de minuit au creux de la vallée, à Sankt Catherine, dans le land autrichien de Styrie. L'enfant, Peter, deviendra l'auteur le plus lu en Autriche au XIXe siècle. La magie des paysages enneigés de son enfance inspirera au poète les plus beaux contes de Noël. Élevé au cœur de la forêt, là-haut, sur la montagne, il appellera cette région sa forêt natale. Dans l'un de ses récits les plus célèbres, Peter Rosegger raconte comment enfant il marchait dans la neige, en s'enfonçant à chaque pas, jusqu'à se perdre dans la forêt. Hormis le souffle du vent dans la forêt, je n'entendais rien. Je ne savais pas où j'étais. Si un chevreuil s'était approché, je lui aurais demandé mon chemin. Peut-être aurait-il pu me l'indiquer. La nuit de Noël, les animaux ne parlent-ils pas la langue des hommes? Et si les animaux de la forêt pouvaient vraiment parler, que nous raconteraient-ils? Ils pourraient nous guider à travers la forêt enchantée du poète et nous faire découvrir leur monde mystérieux, de saison en saison. La maison où Peter a grandi est entourée d'une épaisse forêt. Sa forêt natale s'étend des contreforts vallonnés jusque sur les hauteurs du massif, dans les préalpes orientales. En hiver, on se croirait au pays des merveilles. Les sommets sont couverts d'un épais manteau de neige et de 1000 cristaux scintillants, ciselés de 1001 manières. Mais si un paysage enneigé évoque pour nous les hommes de merveilleux souvenirs de Noël, pour les animaux, c'est une difficulté de plus à surmonter, surtout en haute montagne. L'hiver incite les bouquetins à rejoindre les sommets. En altitude, ils trouvent encore quelques herbes à brouter, là où le vent a balayé la neige. Mais ils n'ont pas que la nourriture en tête. Ils sont également en quête de femelles. Lorsqu'un mâle a choisi une étagne, il déploie tout son charme et lui présente sa langue en gage d'amour. Même si a priori, elle ne veut rien savoir, il n'en a pas moins toutes ses chances, car nous sommes en décembre et c'est la saison des amours. Les cornes vont s'entrechoquer. L'amour se gagne au combat chez les bouquetins. Il est rare que les adversaires se blessent entre eux. Généralement, le plus faible bat en retraite. Dans la forêt enneigée règne un silence souverain. Tout semble endormi. Enfin, pas tout à fait. Un renard cherche une proie sous la neige. Peut-être a-t-il flairé une souris? Le corbeau ne dort pas, lui non plus. La souris semble mener le renard par le bout du nez. Perché sur une branche, le corbeau a une meilleure vue. Il vient de repérer un petit festin et n'a plus qu'à se mettre à table.
Pour ce charognard, tomber sur un cadavre de chevreuil est une véritable aubaine. De son côté, le renard a provisoirement interrompu sa quête de nourriture pour marquer son territoire. Les crasses odorantes dont il balise le sol enneigé préviennent ses rivaux. La mise en garde est sans équivoque. Halte là, ceci est mon territoire. Un troisième marquage, et voilà qui est fait. Le secteur embaume désormais suffisamment. Dès que le renard a les naseaux à nouveau libres, il flaire lui aussi le cadavre du chevreuil. Le corbeau lui cède la place et s'en va rouspéter sur une branche. Il n'a plus que de la neige à se mettre sous la dent. Sa colère est bien compréhensible. Corbeaux et renards se disputaient aussi les charognes du vivant du poète Peter Rosegger. Un jour, le petit Peter dut veiller sur un homme victime d'un accident. Avant de le quitter pour aller chercher de l'aide, son père lui dit « Je te laisse la hache, au cas où des renards et des corbeaux essaieraient de s'approcher. » Au bout d'un certain temps, le renard en a assez. Les croassements incessants du corbeau ont fini par lui couper l'appétit. Le ciel se fait menaçant au-dessus de la forêt. Grise dans les ombres du soir, se dresse à l'arrière-plan, comme pour soutenir le ciel, la silhouette du Hochschwab. Ses cimes, il en a 7, disparaissent dans les nuages. Les plus chanceux trouvent un abri et attendent tranquillement que cesse la tempête de neige. Le renard est bien au chaud dans son terrier. Même s'il a les yeux fermés, ses sens sont en alerte. Fausse alerte. Il peut continuer à somnoler. D'autres animaux ont moins de chance que lui. Les chevreuils sont maintenant dans la neige jusqu'au cou. Ils ont une tactique bien à eux contre ce genre de tempête. Ils ne font strictement rien. En se laissant ensevelir, ils économisent leurs forces. Le moindre pas leur ferait gaspiller de l'énergie inutilement. Leur pelage d'hiver et la couche de neige dont ils sont recouverts agissent comme des isolants contre le froid. À peine les premiers rayons de soleil se faufilent-ils à travers la brume que les chevreuils se libèrent de leur blanc cocon. Dès que la pellicule de glace commence à se fendre sur les rivières, les loutres s'empressent de plonger dans une eau encore glacée. Leur robe imperméable les rend peu sensibles aux eaux froides des rivières de montagne. Du temps de Peter, la fourrure de loutre était très à la mode, au point que l'espèce a failli disparaître. Les loutres semblent un peu pataudes sur la glace, mais sous l'eau, elles déploient toute leur grâce. Elles peuvent rester jusqu'à 8 minutes sous l'eau. Ces deux-là sont en train de se compter fleurettes, mais la faim finit par les séparer. Le mâle a attrapé un poisson. Il regagne alors la rive pour y festoyer à son aise. En solitaire. Quand il s'agit de se sustenter, il n'y a plus d'amour qui tienne. La femelle s'en va bouder un peu plus loin. Mais la manœuvre échoue. Le mâle ne partage pas.
Et si elle jouait la carte de la pitié? Rien ne semble fonctionner. Chez les loutres aussi, il faut savoir bien choisir son partenaire. La glace fond. Le printemps fait son apparition dans la forêt natale de Peter Rosegger. En cette saison, l'eau joue un rôle déterminant. Le poète écrivait: L'eau jaillissait des murs d'ombre, terreuse et tumultueuse, et ses flots écumeux se déversaient, grondants et fulminants, entre les rochers. Sur les rives, le sol verdoyait déjà. Le printemps. Les arbres dégarnis n'entravent pas la trajectoire des rayons du soleil qui réchauffent le sol de la forêt. Les crocus se feraient déjà un passage à travers les derniers tapis de neige qui parsèment les pentes du massif du Hochschwab. Après les rigueurs de l'hiver, les premières herbes fraîches sont une bénédiction pour ce chevreuil, une précieuse source d'énergie qu'il devra protéger contre les intrus. Un autre chevreuil vient de pénétrer son territoire. Le voici lancé dans une course folle. Son adversaire s'arrête, il passe alors à la menace. Et comme l'intrus indélicat s'entête, un duel a tôt fait d'être engagé. Enfin, le trouble fait s'éloigne. Et le vainqueur peut retourner à ses occupations, la tête haute. Les chevreuils s'entraînent dès leur plus jeune âge à imposer leurs lois, sans prendre de risques pour autant. Le printemps s'est maintenant installé partout, aussi bien au sommet des montagnes que dans les vallées. La forêt natale se pare cette fois d'un magnifique manteau vert. Les forêts qui entourent la maison natale de Peter sont toutes ragaillardies elles aussi. Dans l'est de la forêt natale, le climat est assez doux. Il y fleurit un arbre qu'on ne trouve qu'ici, celui qui donne une variété de poires appelée Hirschbirne. Les fleurs délicates de ce poirier sont un butin substantiel pour les abeilles au printemps. En dialecte styrien, Hirsch veut dire automne. Hirschbirne signifie donc poire d'automne, car c'est à cette saison que les fruits sont récoltés. En revanche, c'est au printemps que les arbres en fleurs ponctuent le paysage de jolis nuages blancs. Ces vénérables poiriers styriens peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Peut-être notre ami Peter se baladait-il déjà sous leurs branches. La cigogne est une habituée des lieux. Ce mâle vient de parcourir 10 000 kilomètres pour rallier le printemps européen depuis l'Afrique, où il a ses quartiers d'hiver. Les mâles arrivent souvent un peu plus tôt que les femelles. Ils viennent en éclaireur pour inspecter les lieux et préparer l'arrivée de leurs compagnes. Dans les prairies verdoyantes de Styrie, les parents cigognes trouveront assez de nourriture pour eux-mêmes et pour leurs petits. Certaines de ces prairies sont protégées. De nombreuses espèces animales y trouvent refuge, y compris les chevrettes en période de gestation. Celle-ci trouve de quoi manger à profusion. Et elle n'est pas la seule.
Dans cette région divisée en plusieurs zones climatiques, une très grande variété de plantes sauvages s'épanouit à loisir. Si l'on prend le temps de bien regarder, on découvre tout un microcosme grouillant dans ces prairies fleuries. Les pattes chargées de pollen, l'abeille a du mal à décoller. En observant les insectes au ralenti, on se rend compte à quel point voler est un exercice à la fois beau et difficile. Le vent n'épargne pas ce petit paradis, signe précurseur d'un orage. La chevrette gravide est alarmée. Le vent souffle de plus en plus fort. Elle ne se sent plus en sécurité dans le pré où elle n'a nulle part où s'abriter. Elle s'en va donc chercher refuge à la lisière de la forêt. Il faut dire qu'elle va bientôt mettre bas. Si elle met ses petits au monde par temps orageux, cela peut avoir des conséquences désastreuses pour les petits faons. Instinctivement, la future maman mange des feuilles de noisetier. Elles contiennent une substance qui retarde la mise bas. Les faons auront plus de chances de survivre une fois l'orage passé. D'autres habitants de la prairie n'ont pas la chance d'avoir ce flair. L'orage les prend par surprise. Pour un insecte, une goutte de pluie est un vrai boulet de canon. Il peut se faire catapulter à tout instant. L'orage va bientôt éclater. Dans la forêt, la chevrette se sent relativement en sécurité. En montagne, les changements de temps sont parfois très brusques. Ou en altitude, la neige peut tomber en plein printemps et tenir quelques jours. L'hiver est long, à la ferme du poète Peter Rosegger. Le froid soudain donne du fil à retordre à tous les animaux. Du temps de Peter, de nombreuses écrevisses des torrents peuplaient les cours d'eau de la forêt natale. Aujourd'hui, l'espèce est menacée. Il est d'autant plus important que les dernières survivantes se reproduisent. Mais l'heure n'est pas encore venue. Celle-ci doit se protéger du froid. Elle se réfugie sous une pierre dans le lit de la rivière. L'orage repart aussi vite qu'il est arrivé. Les lourds nuages s'effilochèrent, formant partout des franges de 1000 plumes. Et le firmament, un instant plus tôt envahi par des monstres ravageurs, se peupla de 12 agneaux blancs. Le lendemain matin, un vrai temps printanier s'installe à nouveau dans la montagne. L'heure est venue pour la chevrette de mettre enfin bas. Elle cherche un endroit sec, chaud et bien protégé, où ses petits pourront être à l'abri du danger.
Lorsqu'elle a trouvé l'endroit idéal, elle s'allonge sur le flanc pour mettre ses fans au monde. Elle est à présent sans défense, mais bien camouflée par les herbes hautes de la prairie. Tout près de là, un oiseau prend lui aussi ses dispositions pour assurer sa descendance. Ça y est, la maman chevreuil a mis bas. Cette fois, elle a un seul petit faon. Mais la mère et le petit vont bien. La chevrette lèche son petit pour éliminer les résidus de placenta et de liquide amniotique dont il est encore couvert. Elle éloigne du même coup les odeurs susceptibles d'attirer des prédateurs. Une première gorgée de lait maternel et le petit faon va pouvoir affronter la vie. Très vite, il réussit à tenir sur ses pattes. Enfin, presque. Ça va venir. Une heure après sa naissance, il arrive déjà plus ou moins à contrôler ses petites pattes élancées. Encore un baiser d'encouragement de sa maman, et le voilà prêt à découvrir le monde. Pendant que la chevrette et son faon se promènent dans les hautes herbes, à l'orée du bois, un peu plus en altitude, d'autres petits font leurs premiers pas. Nous sommes dans des montagnes karstiques. Là-haut, là où plus aucun arbre ne pousse, le climat est bien plus rude que dans la vallée, et on y trouve encore des nappes de neige au début de l'été. Cet environnement aride, fait de pentes escarpées et de versants à pic, est le royaume des chamois. Ils comptent parmi les meilleurs grimpeurs du monde. Et eux aussi viennent d'avoir des petits. Les versants pentus sont semés d'obstacles et de dangers pour les cabris. Et il semble que leurs parents aient parfois besoin, comme nous, d'un peu de calme. C'est pourquoi ils ont trouvé une solution pratique. La garderie. Dans la neige poudreuse, les petits peuvent cabrioler tous leurs sous sans risquer de se blesser. Enfin, une minute de répit. Les mamans peuvent souffler. Leurs petits sont occupés pour un bon moment. Il n'en faut pas plus aux cabris. Un petit tapis de neige leur procure de vrais moments de bonheur. Nous voici redescendus des hauteurs rocailleuses dans la vallée verdoyante où les parois abruptes font place à de douces collines. Des arbres
à perte de vue. En survolant ces paysages, on comprend pourquoi Peter Rosegger a baptisé la région le pays des forêts. À l'est se dresse l'église de pèlerinage de Pölauberg. Perchée sur une colline, elle se voit de loin. En contrebas, construite tout autour d'un couvent de chanoines augustins, la commune de Pölau. Une vieille connaissance s'est nichée sur une cheminée. Sa compagne est arrivée. Ensemble, ils ont restauré leur ancien nid. Le moment des retrouvailles est toujours marqué de claquements de bec en guise de salutation. Ici aussi, des petits sont nés. Deux becs affamés réclament leur pitance. Sa mission accomplie, le papa s'en va faire sa toilette matinale. Pas question de faire ça dans le nid. Leçon numéro 1, chez les cigognes, on se lave dignement un peu à l'écart. D'abord, l'oiseau nettoie son plumage. Il secoue chaque plume avant de la remettre bien à sa place. Ces petits l'observent attentivement et en prennent de la graine. Leçon numéro 2, ne jamais perdre l'équilibre. Et enfin, le plus important, une cigogne ne souille pas son nid. L'école est finie pour aujourd'hui. Fraîchement lavé, Papa Cigogne revient au nid de sa démarche élégante. Mais le bel équilibriste n'est pas à l'abri d'un faux pas. Voler serait peut-être moins périlleux. Après une nouvelle petite séance de salutation avec sa compagne, il retourne s'affairer. Lorsqu'elles le peuvent, les cigognes réemménagent chaque année dans le même nid, qu'elles restructurent et consolident continuellement. Papa Cigogne n'a pas rapporté à manger cette fois-ci, mais une nouvelle brindille. Il la confie à sa compagne. À elle de la disposer à l'endroit le mieux approprié. La prochaine fois, il rapportera de quoi nourrir les oisillons. Dans la forêt de Pölau, les cigognes ont amplement de quoi se nourrir. La forêt natale regorge de zones humides laissées à l'état naturel. Les ruisseaux, où coule une eau limpide, constituent un biotope idéal pour les écrevisses des torrents. Ici, les petits ne sont pas encore nés. Cette femelle porte encore ses œufs sous l'abdomen. Ils y sont à l'abri des prédateurs. La femelle vérifie en permanence que tout est bien en place. Jusqu'à ce que ses bébés sortent de l'œuf, elle les emporte partout avec elle. Parfois, elle croise une autre femelle écrevisse. Elle la chasse alors sans ménagement.
Dans le ciel, un orage se prépare. Le soleil est couvert par de gros nuages noirs. Un vent violent annonce de fortes pluies. La forêt natale de Peter est l'une des régions les plus arrosées au monde. On dirait une machine à faire la pluie et le beau temps. C'est grâce à leur richesse en eau que ces montagnes abritent encore un trésor comme il n'en existe presque plus. Dans une zone difficilement accessible de la forêt natale, il existe une forêt primitive, restée intacte, livrée à elle-même depuis des siècles. C'est un lieu secret. Personne n'a le droit de pénétrer dans ce biotope extrêmement fragile. Ici, les arbres morts se putréfient, se décomposent et retournent à la terre. C'est une véritable forêt enchantée, un joyau naturel, comme Peter Rosegger l'a décrit un jour. Personne sur cette terre ne m'a apporté autant de joie que la nature, avec ses couleurs, ses bruits, ses odeurs, sa paix et ses humeurs. Seule une âme solitaire peut découvrir cette forêt qui se dérobe quand on l'approche, en ne laissant que des arbres derrière elle. Dans le ruisseau, une naissance est imminente, ou plutôt des centaines. L'amour fraternel n'existe pas chez les écrevisses. À peine sortie de l'œuf et affranchie de la protection maternelle, elle commence déjà à se chercher querelle. Pour se protéger, les petites écrevisses se barricadent sous les pierres qui tapissent le lit de la rivière. Seule une petite partie d'entre elles atteindra la maturité sexuelle dans 3 ou 4 ans. Les écrevisses des torrents peuvent vivre une bonne dizaine d'années. Et voilà, maman écrevisse a accompli sa mission. C'est maintenant le plein été dans la forêt natale de Rosegger. À la lisière de la forêt, la chevrette et son petit sont en vadrouille. Dans les herbes hautes, le faon est presque invisible. Certains prédateurs se remettent toutefois plus à leur odorat qu'à leur vue. Instinctivement, le faon se couche dans les hautes herbes et ne bouge plus. Mais c'est sa mère qu'a flairé le renard. Les jeunes chevreuils ne dégagent pas d'odeur corporelle. Une formidable astuce de la nature. Pour protéger son petit, la chevrette tente une manœuvre de diversion. Elle disparaît dans la forêt pour mettre le renard sur une fausse piste. Une chevrette adulte en pleine santé n'a rien à craindre d'un renard. Ça a fonctionné. Le renard est lancé sur une mauvaise piste. Dès qu'elle l'a définitivement semé, la jeune maman retourne auprès de son faon. La fin de l'été approche. Les bouquetins prennent leur dernier bain de soleil.
Les longues et chaudes journées d'été incitent à une douce oisiveté. C'est la dolce vita, là-haut, sur la montagne. Cet imposant mâle s'est constitué une belle couche de graisse pour les rudes journées d'hiver. Il est au top de sa forme. Plus un bouquetin paraisse et engraisse pendant l'été, mieux il pourra affronter les rudes hivers montagnards. Aussi, s'abstient-il de tout effort éprouvant. Les cornes des bouquetins ont de multiples fonctions. L'ambiance a beau être plutôt décontractée entre les bouquetins pendant l'été, certains ne plaisantent pas avec la hiérarchie. Les autres sont trop occupés à savourer leur douce inactivité. Tout doucement, cette belle journée estivale s'achemine vers le crépuscule. Peter Rosegger aimait ce moment. Le soleil, qui s'était mu en un grand disque rouge, sombrait derrière les arêtes effilées des falaises. De longues lignes pourpres et des aiguilles incandescentes s'étiraient au-dessus des montagnes. Elles continueraient à luire jusqu'à une heure avancée, quand notre ferme serait déjà plongée dans le silence de la nuit. Fils de paysan des montagnes, le poète connaissait sa forêt natale comme sa poche. Pourtant, il n'a jamais vu certaines créatures qui rôdent aujourd'hui près de son ancienne maison. Et pas parce que ce sont des animaux nocturnes, comme le hibou grand-duc. Le chien martre est nouveau dans la région. Même le grand-duc le considère encore avec circonspection. C'est un parent éloigné du renard. Il est originaire d'Asie orientale et s'est probablement échappé d'une ferme d'élevage d'animaux à fourrure. Il s'est parfaitement adapté aux conditions de son nouvel habitat. Les hiboux et les chiens martres ont des goûts similaires. Ils chassent les souris, les grenouilles et autres amphibiens et les insectes. Cependant, ils ne se gênent pas l'un l'autre, car le chien martre est omnivore. S'il n'attrape pas de proie vivante, il peut se satisfaire de charognes et de fruits. Les premiers brouillards d'automne se forment dans les montagnes. Le soleil est chaque jour un peu moins fort. Les bouquetins abordent le changement de saison avec calme. Ils ont bien mangé tout l'été et sont parés pour les rigueurs de la saison froide. Les alpages se parent de couleurs automnales. Le soleil a tiédi. Le paysage scintille sous ses rayons dorés. Dans la forêt, les oiseaux se sont tus. Une dernière fois avant l'hiver, la nature secoue sa corne d'abondance. Dans la vallée, c'est l'heure de la récolte des poires d'automne. Dès que les hommes s'éloignent, les chevreuils sortent du sous-bois. C'est notre chevrette et son petit. Le faon
est à peine reconnaissable. Il est déjà presque aussi grand que sa mère. Mère et fils passeront l'hiver ensemble, avant que leurs chemins ne se séparent. Cette année, l'hiver est particulièrement précoce. Les arbres n'ont pas encore perdu toutes leurs feuilles, que déjà il se met à neiger. La nature elle-même semble surprise. Bientôt, la forêt se couvre d'un épais manteau blanc. Elle le conservera longtemps. Un hiver rigoureux s'annonce. Avec la neige et le gel, vient la faim. La proximité de l'homme facilite un peu la vie des animaux de la forêt. Des râteliers bien garnis sont mis à leur disposition pour éviter qu'ils ne grignotent les feuilles des jeunes arbres. Une année est si vite passée. N'est-ce pas hier que notre jeune poète a rencontré des chevreuils dans la forêt en accompagnant ses parents à la messe de minuit? Enfant, il croyait réellement que les animaux pouvaient parler pendant la nuit de Noël. Et plus tard, il immortalisera la forêt enchantée de son enfance à travers ses contes. L'ancien fils de fermier allait devenir l'un des plus grands écrivains de son pays. Depuis, pour les Autrichiens, la magie de Noël est à jamais associée à la forêt natale de Peter Rosegger et à sa féerie.